item 2 or item 3, and to address Algeria in order to protect Algerians' public freedoms and to prevent a further potentially irreversible escalation. L'intensification de la pression. Donc aujourd'hui, nous avons Clément Boule, c'est le rapporteur des Nations Unies pour la liberté de rassemblement et d'association. Il a été militant et aussi un juriste. Il va parler de ce que son bureau a documenté et observé, de ce qui s'est passé en Algérie en matière de liberté de rassemblement. Et nous avons Madame Gallali d'Amnesty International qui sponsorise cet événement, et Emna va parler également de ce qu'ils ont documenté ces derniers mois par rapport à la violation des droits de l'homme. Nous avons aussi Monsieur Mouloud qui est professeur de droit public et qui est militant. Il travaille sur des lois et il va nous parler aussi des développements récents et pourquoi c'est alarmant. Et finalement, Dalia, elle est chercheuse et elle va parler un peu du contexte des droits de l'homme pour comprendre que chercheuse, si on parle d'impact politique et économique en Algérie, et elle va nous donner un petit peu le contexte de cette situation. Je voudrais maintenant passer la parole je pense, Emna, et encore une fois, je vous invite à parler doucement et à respecter le temps qui vous est imparti. Monsieur Clément. Merci beaucoup, Adèche, pour me donner la parole. Je voudrais remercier l'Institut du Caire et son organisation et les organisations qui ont sponsorisé cet événement et la société civile algérienne pour m'avoir invité dans ce panel afin que je parle de mon travail et de ma préoccupation de la situation en Algérie. Donc, le rassemblement pacifique est un droit humain fondamental qui préconise le droit civil et politique dans l'article de la Constitution et donc c'est un droit régional et international. L'exercice de ce droit est un signe d'une société démocratique où les individus peuvent décider de leur avenir et s'impliquer dans les affaires publiques et décident par leur propre gré. Donc la protestation, les dissidents qui organisent des mouvements pour demander des réformes et changements. C'est pour cela le rassemblement pacifique ne doit pas être l'objet de l'utilisation de force par des officiers, par les forces de police. Donc, il est nécessaire de respecter la proportionnalité, la nécessité dans laquelle l'Algérie a ratifié déjà la réunion internationale. Donc, c'est important de protéger les manifestations pacifiques et assurer aux militants de se réunir pacifiquement et prendre des actions pour ceux qui causent la violence. Et depuis cette année, je suis très soucieux de la situation des droits de l'homme en Algérie et en général, et en particulier l'exercice de la liberté pour se rassembler pacifiquement et la situation des défenseurs des droits de l'homme à ce sujet. Et comme vous l'avez, comme vous savez, le mouvement Hirak a été revu depuis 2020 et a eu tout un élan d'appui lors des derniers mois. Donc, ils ont reçu beaucoup de support et
vendredi dernier, il y avait un rassemblement pacifique selon les informations que nous avons reçues. Malheureusement, la réponse du gouvernement a eu une force disproportionnelle en administrant des gaz à effet en lançant des gaz lacrymogènes. Et donc, je voudrais exprimer mon souci pour l'arrêt des différents militaires lors de mouvements Hirak pour exercer leurs droits humains, pour avoir une manifestation pacifique. Donc, il y avait des personnes qui ont été arrêtées et certains ont été accusés sur l'atteinte de l'unité nationale, de la diffusion de fausses informations, attaqués pour démoralisant l'État et les préceptes de l'islam. Donc, les manifestants ne doivent pas être pénalisés et arrêtés pour leur participation pacifique lors des protestations. Mais ceci est en contradiction avec les obligations de l'État dans les conventions internationales et je suis concernée par le communiqué du ministère de l'Intérieur daté du 9 mai qui énonce que toutes les manifestations sont illégales et en violation de la Constitution algérienne et sans indiquer les organisateurs, le temps, la durée et où la manifestation va avoir lieu. Mon mandat a constamment notifié le régime qui permet aux organisations de notifier les autorités afin de protester, de manifester. Et ceci, c'est une règle. Et si nous regardons le mouvement Hirak, des informations que nous avons reçues, c'est un mouvement social décentralisé, sans structure organisée. C'est pour ça plusieurs des manifestations sont spontanées ou presque spontanées. Ils n'ont pas d'organisateur clair. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas pénaliser les participants pour mener de telles manifestations. Et j'invite le gouvernement algérien de mettre fin à l'utilisation illégale de force et d'arrêter les accusations et de cibler les personnes impliquées dans le mouvement Hirak et les journalistes et autres. Et donc, le gouvernement devrait chercher un dialogue constructif avec le mouvement Hirak et aussi un dialogue avec tout le public algérien. Et j'invite la communauté internationale, spécialement les pays membres des Nations Unies, d'utiliser toute la pression disponible afin de convaincre le gouvernement algérien d'utiliser de fausses allégations et de faciliter le dialogue entre le gouvernement et le mouvement Hirak qui pourrait assurer un changement réel. C'est très important car je pense que les Algériens et la population algérienne ont vraiment besoin d'avoir une transition pacifique dans une société pacifique. Et mon mandat des procédures m'a poussé à passer beaucoup de correspondances à l'État algérien où nous avons exprimé notre souci relatif à cette situation. Malheureusement, une partie de ces lettres qui sont disponibles dans le site web de l'UNHCR n'ont pas reçu de réponse, la réponse voulue et attendue de l'État. Et je voudrais saisir cette opportunité pour encourager le gouvernement algérien afin de répondre à ces communications, vu que ceci va nous aider lors de notre mandat pour bien comprendre la situation et de savoir exactement quels sont les conseils à exprimer et les mesures à prendre afin d'assurer cette liberté fondamentale de rassemblement. Donc, je voudrais également dire que j'ai demandé le gouvernement algérien de me permettre de visiter l'Algérie. J'ai envoyé beaucoup de rappels
parce que je pense que dans cette situation actuelle, ma visite est très importante pour évaluer la situation sur terrain et pour voir quelles sont les mesures que le gouvernement est en train de faire. Ma visite me permettrait aussi de conseiller le gouvernement de considérer les recommandations et les étapes à prendre pour assurer le retour du pays à une situation pacifique où les libertés fondamentales euh, sont garanties. Je voudrais aussi demander à l'État algérien de relâcher les activistes ou les militants qui ont été arrêtés. En ce sens, j'ai envoyé beaucoup de communications. Il est très important que le gouvernement protège le droit des journalistes afin d'informer le public et aussi d'assurer la surveillance de l'application de la loi. Personne ne devrait être criminalisé ou incriminé ou condamné pour avoir exercé ses droits de liberté fondamentale garantis par les conventions internationales des droits de l'homme. C'est le devoir de l'État afin d'assurer que ces droits sont appliqués et de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ceux qui ne permettent pas ces droits. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que ce panel serait une occasion de bien comprendre la situation dans le pays. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Voul. That was a very comprehensive. Merci beaucoup. C'était une présentation assez globale. Et là, je voudrais passer la parole à Emna pour qu'elle nous donne une idée sur ce que Amnesty a documenté lors de ces derniers mois en termes de violation des droits publics en Algérie. Merci beaucoup, Nadège, et merci à l'Institut du Caire pour avoir organisé cet événement important. J'étais vraiment heureuse d'écouter les recommandations du rapporteur spécial, M. Boulet, qui inclut des éléments très importants et que nous voudrions également appuyer et retirer la demande de visiter, de permettre la visite à ce rapporteur spécial. Il y a quelques éléments que nous avons observés récemment et en tant qu'Amnesty International, nous pensons que l'intensification de répression en Algérie est sans précédent et que il y a une grande répression que nous n'avons pas observée auparavant et le mouvement Hirak avait réussi d'une certaine manière à se réapproprier des espaces publics et d'ouvrir la possibilité d'avoir la dissidence en Algérie qui était impossible à un certain moment. Aujourd'hui, l'Algérie fait face à une répression, comme j'ai dit, que nous n'avons pas observée auparavant. Et ceci est suite au fait que certains et qu'il y avait des milliers de manifestants qui demandaient à sortir sur l'espace public et qui ont demandé des réformes, mais il y avait une suspension de ce mouvement Hirak de février 2020 jusqu'à février 2021. Et lors de cette année de suspension du mouvement Hirak, causée par le confinement et la crise du Covid, et aussi de l'arrêt du mouvement d'une manière spontanée et aussi sous la recommandation du gouvernement. Donc, il y avait la suspension du mouvement du Hirak. Cependant, le gouvernement n'a pas arrêté ses tactiques de répression et au contraire, il y avait une intensification de répression lors de cette année, de février 2020 à février 2021. Il y avait une intensification de la répression, la criminalisation en ligne des dissidents et aussi la poursuite de plusieurs militants qui se sont exprimés en ligne.
Et, et depuis que le Hirak a repris ses travaux en février 2021, nous avons remarqué de nouvelles tactiques. Nous avons remarqué d'autres moyens utilisés par le gouvernement afin d'éradiquer complètement le mouvement de protestation. Et ces types de techniques et de tactiques que nous avons observés sont assez nouveaux. Par exemple, le gouvernement a incriminé ce mouvement Hirak depuis le début par, par le recours de l'article pénal et certains articles qui ont été utilisés contre le mouvement Hirak, mais ils ont également rajouté d'autres couches de répression. Ils ont aussi utilisé d'autres manières de rendre certains composants du mouvement Hirak hors de la loi et d'incriminer plus et de diaboliser tous les médias. Donc nous savons tous que les tactiques du le régime d'oppression, quand ils utilisent des atteintes contre l'État et parlent de terrorisme, c'est grave. Et c'est quelque chose qui est nouveau en Algérie. Ça a commencé vraiment vers mars, avril de cette année et nous ne l'avons pas observé auparavant. Et cela montre également qu'il y a un nouveau discours envers le Hirak. Et c'est quelque chose que nous n'avons pas remarqué auparavant. Et par exemple, quand le président Tebboune est arrivé, est devenu un président, lors de ces élections, cette élection controversée, c'est vrai qu'il y avait déjà le mouvement de Hirak, mais le fait mais il avait dit que ce mouvement de Hirak était quelque chose de positif dans l'histoire de l'Algérie. Il a inclus le Hirak dans la nouvelle constitution. Il a dit que c'était un mouvement qui a permis d'ouvrir un nouvel espace pour les Algériens et le discours était vraiment fait de beaucoup d'éloges. Mais malheureusement, la réalité comporte plus de répression. Mais aujourd'hui, la situation continue à faire beaucoup de répression sur terrain et interdiction de discours. Et ils ont un nouveau discours qui diabolise le mouvement de Hirak et surtout grâce à l'adoption de nouveaux articles dans la Cour pénale qui ont été inclus par le président alors que le Parlement était suspendu et l'Assemblée législative n'était pas opérationnelle. Alors le président a adopté cette approche afin de créer de nouvelles lois grâce à des ordonnances et il a adopté un nouvel arsenal de répression et en rajoutant une nouvelle définition du terrorisme et il a inclus l'atteinte à changer la nature du régime, même si c'est grâce à des moyens pacifiques. Et malheureusement, ceci permettrait d'incriminer ce mouvement Hirak. Car il va utiliser des accusations de terrorisme. Il a également adopté de nouvelles répressions en désignant certains activistes dans le Hirak, comme MAC, qui est une organisation civile, et il a essayé de condamner peut-être 17 ou 18, je ne me rappelle pas très bien, des personnes qui ont été accusées aujourd'hui et jugées pour des atteintes terroristes. Donc, il y avait des défenseurs des droits de l'homme, comme Rado Chouicha, Jamila Loukil et Saïd Boudour et 12 autres défenseurs qui ont été accusés récemment sous une conspiration contre l'État, une conspiration terroriste. Abdraouf Aslan, un avocat, qui a été également accusé pour les mêmes
charges de terrorisme et d'autres activistes. C'est vraiment quelque chose qui est d'un grand souci pour nous au sein de l'Amnesty et nous pensons que c'est un nouveau tournant qui se passe en Algérie. Donc, ce qui est aussi frappant en termes de tactiques utilisées par les autorités et que les autorités sont maintenant en train de menacer les organisations de la société civile ainsi que des partis politiques pour dissolution. Et c'est quelque chose d'ailleurs de nouveau, car par exemple, auparavant, la société civile, l'espace de la société civile était menacé et il y avait beaucoup d'organisations de droits humains et d'associations en Algérie faisaient face à des situations difficiles parce qu'ils étaient dans une situation difficile suite à l'adoption de la loi en 2012 en invitant toutes les organisations à se enregistrer auprès des autorités, mais ils n'ont jamais pu s'inscrire auprès des autorités à cause des obstacles administratifs très laborieux qui ont été établis par l'État. Maintenant, nous sommes dans une nouvelle échelle de menaces envers la société civile parce qu'ils menacent les associations qui sont prominentes. Vous avez entendu certainement de ce qui s'est passé avec Raj, le rassemblement d'Action Jeunesse, qui ont été notifiés par le ministère de l'Intérieur et que les autorités ont placé auprès de l'administration, du tribunal administratif, un procès contre eux pour une irrégularité de leur statut pour établir leur association. Mais là, bien sûr, c'est une excuse pour dissoudre l'organisation ou l'association. Il y avait également une tentative de suspendre le PST et l'USTP, deux autres partis, et c'est, comme j'ai dit, quelque chose vraiment très inquiétant. Et le rapporteur spécial a déjà parlé de la tentative de suspendre le mouvement de manifestants et qui invite les organisateurs de, de faire une demande auprès des autorités et avant l'événement, et bien sûr, en indiquant qui sont les organisateurs, leur nom, le parcours qu'ils vont prendre, qui sont tous des formes de restrictions contre ce mouvement de manifestants. Et il y a une autre illustration de cette attaque et donc la tentative de la branche judiciaire et les juges courageux qui ont pris une position critique envers des autorités et qui ont dénoncé l'attaque contre le judiciaire indépendant et donc ils ont dénoncé de certains juges qui ont été menacés et suspendus de leur travail. Par exemple, le juge Marzouk, qui a été révoqué de sa position en tant que juge sans recours à revoir la décision. Et donc, nous avons aussi remarqué, et comme vous l'avez vous-même remarqué, qu'il y avait une attaque renouvelée sur la liberté de presse et les journalistes ont été harcelés, menacés et ont été accusés parce que juste ils ont couvert le mouvement, ils ont fait leur travail, ils sont sortis avec leurs caméras sur terrain et utiliser leurs yeux pour observer ce qui s'est passé sur terrain et ils ont été ciblés d'une manière assez claire et qui vise vraiment l'oppression aussi de faire des
du reportage sur le mouvement Hirak. Voilà, c'est ce qui s'est passé lors de le dernier mouvement de manifestants qui a eu lieu à Alger, au Oran et dans d'autres endroits. Kenza Khatto a été arrêté d'ailleurs et accusé et condamné à 3 mois de prison. Khaled aussi a toujours été interrogé et a été interrogé dans les casernes militaires. Donc, il y avait un autre journaliste qui est toujours en prison juste parce qu'il a écrit un article sur les tensions tribales dans le sud. Son nom, c'est Rabah Kadesh. Et je vais m'arrêter ici. Je ne veux pas monopoliser votre temps et merci encore de l'écoute. Et j'espère que les partis, lors du Conseil des droits de l'homme, vont prendre action et inviter les autorités algériennes d'arrêter leur répression et relâcher toutes les personnes qui sont incarcérées pour crimes d'opinion et qui persistent et qui croupissent encore dans les prisons algériennes. Donc, merci et je voudrais passer la parole à Mouloud et qui va nous parler de son expérience en tant qu'activiste et pourquoi il pense que la situation est alarmante. Merci, madame. Merci voilà, de me donner la parole. Vous allez me permettre de répéter peut-être quelques points. Et... Il y a une volonté claire de la part des autorités de stopper le Hirak. Et le second point, c'est que il y a bien sûr des voies politiques qui sont menacées et les autorités essayent d'étouffer ces voies libres. Et le troisième point, c'est que la participation institutionnelle et la vie institutionnelle politique est pratiquement dans une impasse. Donc, toutes les portes sont fermées. Et donc, il y a un gap énorme entre la réalité et le discours officiel de la part des autorités. Depuis 2019, les autorités ont dit qu'elles sont en train de protéger la Constitution. Après le règne de Bouteflika, les autorités ont dit qu'il y aura une révision de la Constitution et que l'Algérie va être un pays plus démocratique. Mais la réalité est beaucoup plus très différente par rapport à ce qu'ils ont dit. Les libertés sont pratiquement restreintes. Et comme l'a dit M. Clément tout à l'heure, il y a cette réalité bien triste. Donc la liberté doit être garantie par la Constitution et par le gouvernement. Et lorsque nous voyons les législations, elles sont toujours basées sur les autorisations pour avoir la possibilité de se rassembler, de manifester. Donc, les principes, c'est une prohibition. Il n'y a pas de... Les autorités sont en train d'empêcher tout type de démonstration en Tunisie. Et en faisant cela et interdire toutes ces démonstrations, ils veulent pratiquement mettre fin au Hirak. Et la force principale et visible du Hirak, c'était ces démonstrations énormes et pacifiques à travers le pays et les grandes villes du pays. Et le premier objectif des autorités c'est clairement de mettre fin au Hirak et d'éliminer ce mouvement très spécifique et pacifique et qui a organisé des démonstrations énormes et impressionnantes au début du mouvement. Donc ça, c'est le premier point. Et
Et donc, ma collègue a parlé donc de la liberté de manifester. Et nous avons donc eu donc, les organisations Bab el Oued et Action Jeunesse. Certainement, il y a un gap entre ce que le gouvernement dit et la réalité. Donc, on parle de création d'associations et qui serait basée sur une simple notification, alors que la réalité, donc à travers la loi sur les associations, il y a donc un processus très restrictif qui est encore en vigueur. Il y a aussi la menace de la dissolution des associations qui a été engagée sur cette base. Euh, donc, on voit que l'espace donc public de manifestation est en train d'être fermé devant les citoyens pacifiques et on ne peut plus organiser donc d'activités publiques dans des espaces publics. Même dans nos bureaux, nous sommes menacés en tant que médias, par exemple. Donc, comme ça a été dit par ma collègue, donc il y a des menaces de dissolution de certaines associations et organisations qui défendent les droits de l'homme. Donc, le gouvernement est en train d'éliminer toutes les forces, forces principales qui luttent pour les droits de l'homme. Ils veulent donc réduire leur voix au silence. Le troisième élément est lié à la vie institutionnelle. Donc, nous avons donc des politiques, des droits politiques, donc, et lors des élections, donc ils ont tout contrôlé et la participation donc des institutions est présentée comme une participation donc démocratique, alors que dans la vie réelle, le Hirak, dès l'origine, donc dès le début, donc, était donc pacifique, et maintenant le gouvernement est en train de le décrire comme un Hirak corrompu, donc, et il y a même une campagne de propagande officielle qui est en train de faire une espèce de diffamation par rapport au Hirak. Donc, il y a cette image, donc les activistes du Hirak, qui sont des personnes pacifiques. Et bien évidemment, il y a le régime qui essaie de les décrire comme un danger et une menace pour le pays. Donc, nous voyons bien évidemment cette pression énorme qui s'exerce sur le Hirak. Il y a aussi une pression sur les médias et les résultats des dernières élections où il y a eu un climat répressif et, donc un nombre de votants extrêmement faible. Ce sont là donc les résultats des élections et donc nous sommes dans une impasse. Ceux qui ont quitté le Hirak donc, et ont suivi les institutions n'ont pas été récompensés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté claire de la part du gouvernement de faire donc un minimum de changement, de réaliser un minimum de changement dans le pays. Les autorités ne répondent pas à ces doléances et ne veulent pas donc de visite donc d'étrangers en Algérie pour voir un peu la situation sur terrain. Certainement, il y a aussi beaucoup de corruption de la part des businessmen, des politiciens. Donc, il y a un réseau de corruption énorme et ces réseaux donc, sont encore là et il y a plein de gens qui sont en train d'en bénéficier. Et par rapport donc aux soi-disant réformes, ces réformes n'ont pas répondu aux requêtes des Hirak, quelles qu'elles soient. Et sur le plan institutionnel et sur le plan des droits de l'homme, la situation est encore pire que celle de 2019. Ce que nous pouvons dire, en fin de compte, c'est que
les autorités sont en train d'utiliser de jouer avec des stratégies d'instrumentalisation. Elles sont en train d'accuser les manifestants pacifistes de traîtres, qu'ils sont en train de mettre en danger la sécurité du pays. Et donc, quand on vous dit, lorsque vous voulez changer le gouvernement ou bien le système de gouvernement en Algérie, par n'importe quel moyen, même les moyens pacifiques et non violents, donc, ceci veut dire que vous êtes un terroriste et que si vous utilisez la violence ou pas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous voulez changer le régime et vous allez être accusé de terroriste. Vous voyez ici un niveau, un palier plus élevé parce on est en train d'accuser le Hirak d'un mouvement traître. Et le Hirak est maintenant décrit comme un mouvement terroriste carrément. Et ceci est extrêmement alarmant, surtout lorsque nous comprenons donc que les autorités, à travers cette stratégie de la tension, sont en train de réactiver la menace du chaos et elles sont en train de présenter des activistes pacifiques comme des terroristes qui travaillent contre l'intérêt du pays en général, même s'ils sont pacifiques, bien évidemment. Ce dont nous avons besoin maintenant, lorsque nous voyons que durant la dernière révision du Code pénal, il y a donc des dispositions spécifiques qui parlent de 50 ans de prison contre une personne qui partage des informations concernant donc des poursuites judiciaires qui sont en train d'avoir lieu contre quelqu'un. Les autorités veulent avoir donc une forte répression à travers l'utilisation de ces lois. Et nous devons donc souligner l'importance de cela, car ceci représente un danger pour la liberté. Et nous devons certainement condamner très clairement ces développements très négatifs. Et lorsque nous considérons la situation sur les bases des principes politiques, on peut dire qu'il est très important qu'il y a donc nécessité d'envoyer un message très clair au gouvernement avant que la situation ne devienne irréversible. Merci. Merci beaucoup. Je présume que nous avons une idée claire sur la situation sur terrain. Nous allons passer à notre dernier intervenant. Donc, nous allons plus tard avoir la possibilité de recevoir vos questions, vos commentaires. Merci beaucoup. Dalia, la parole est à vous. Bonjour. Je vais mettre donc les choses dans leur cadre et je vais parler de la nature du régime et où se trouve la vraie source donc du pouvoir de ce régime et sa légitimité. C'est donc un système très complexe et très opaque, qui est passé par différentes périodes. Nous avons eu un régime autoritaire après l'indépendance jusqu'à la mort du président Boumedienne. Ensuite, nous avons eu un régime hybride dans les années 80. Ce régime hybride est appelé par beaucoup de spécialistes comme un régime donc autoritaire où il y a un mélange d'éléments de démocratie et d'autoritarisme. Et où sommes-nous aujourd'hui? Je pense que nous ne sommes pas éloignés donc de ce autoritarisme de concurrence. Donc, il n'y a pas des décisions importantes qui ont été prises. Il y a eu
Il y a eu donc l'établissement politico-militaire, pour être plus précis, qui a piloté la succession depuis le début du Hirak, et l'établissement politique a pris en charge tout cela, et en choisissant le président Tebboune et de mettre en place un gouvernement élu, donc le gouvernement a pris la décision d'être lui-même le responsable d'assurer la démocratie au pays et de protéger donc la cohésion nationale. Et autrement, pour eux, donc, si la situation pourrait être dangereuse pour le pays. Et c'est pour cela que nous pouvons dire qu'en Algérie, les militaires, nous sommes en train de gouvernement, mais elles sont en train de mener tout le processus. Il y a aussi donc le côté civil. Il y a eu une réhabilitation des services de renseignement. Nous devons comprendre ce qui s'est passé durant des années en Algérie avec donc ces changements au niveau donc de la gendarmerie, de la sécurité nationale, et l'armée a toujours donc ils ont un peu mélangé les cartes au niveau des renseignements et au niveau de l'armée, donc pour renforcer leurs forces durant le président Bouteflika. Aujourd'hui, donc, les militaires sont en train de mener le pays. Bouteflika a un peu écarté les militaires, mais l'actuel président actuel, qui est en train donc de perdre sa légitimité selon la majeure partie de la population, et qui a rejeté donc les changements politiques en Algérie lors de cette situation critique et difficile. Je pense qu'ils sont en train d'essayer d'assurer la survie de Tebboune, les militaires, je veux dire, et par conséquent leur propre survie. Les militaires sont en train de changer pendant l'année et demie passée, donc ils sont en train d'essayer d'éliminer le Hirak, et ils sont en train d'éliminer toutes les organisations, les institutions les plus organisées dans le pays, dans leur propre intérêt. En éliminant toutes ces institutions et ces personnes qui étaient donc entre autres donc avec Bouteflika, ils sont donc d'éviter l'émergence de conflits internes à l'intérieur des institutions. Et au niveau du Hirak, il y a un changement au niveau du leadership. Bien évidemment, il y a des problèmes économiques dus au Covid-19, et la situation donc s'est aggravée. Elle était déjà fragile depuis 2014, et je pense que l'établissement militaire et politique est en train d'essayer de maintenir et préserver cette façade d'homogénéité au niveau politique et social, alors que ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de la répression, et comme mon collègue l'a dit avant, nous avons atteint un niveau jamais atteint au niveau de la répression. Et je confirme cela. Et je vais placer les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, il y a une répression énorme. Je ne vais pas minimiser cela. C'est une chose dangereuse, mauvaise, et on doit garder un œil sur cela. Mais je ne pense pas que ça n'a jamais été atteint. En 92, les militaires sont allés littéralement au niveau contre les civils, et on doit se rappeler que l'une des décisions de la HCE à l'époque, c'est d'ouvrir des camps dans le désert, où ils ont mis 40 000 militants du FIS, du Front islamique du salut. Là, nous avons une situation différente parce que le régime est
et ils savent que le régime sait qu'avoir donc réprimer réprimer les personnes de la même manière va être contre-productif. Donc, ils sont en train d'utiliser des tactiques différentes parce que les 90, le régime avait des moyens différents. Aujourd'hui, ils sont en train de mixer ou bien mélanger différents types de répression. Je me rappelle durant les marches du Hirak vendredi, la présence de la police était au minimum. Ils se sont adaptés. Ils ont eu une vacillation entre la répression avec l'intervention du domaine judiciaire. Il y a eu des lois très élastiques qu'ils ont exploitées pour arrêter les personnes. Ils ont arrêté les universitaires, les activistes, les journalistes, etc., etc. Ensuite, nous avons eu ces méthodes d'adaptation. Ils peuvent passer de la répression soft à la répression violente. Et on a vu pendant des semaines rien qui se passait et parfois ils s'attendaient à ce que le Hirak disparaisse. Et là, il y a un autre élément qu'il faut garder à l'esprit aujourd'hui. Et le régime algérien sont en train d'utiliser d'autres forces de sécurité pour faire les basses besognes, telles que le chef de la police. Donc, ce n'est pas les militaires qui s'occupent des sales besognes, mais c'est la police, parce qu'ils ne veulent pas mettre en danger la réputation nationale de l'armée et la cohésion interne des militaires. Parce que malgré le fait que le Hirak appelle à la création d'un État civil, mais on peut sentir parmi le Hirak, les gens du Hirak, qu'ils font la différence entre les institutions militaires et ce qu'on appelle les généraux. Donc, il y a des personnalités qui sont ciblées et les gens veulent garder ces institutions, mais en tout cas, l'armée cherche toujours à préserver sa réputation au niveau mondial. Donc, ils ont utilisé parfois la carotte et le bâton. Il y a cette capacité de neutraliser les manifestants, les opposants de différentes manières. Ils ont utilisé différents types de répression, même numérique, digitale. Et vous savez, c'est un régime qui développe ses moyens d'agresser les autres, de faire taire les voix des autres à travers la diffamation de ces derniers au niveau numérique aussi. Pour ne pas trop tarder, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je voudrais dire qu'il y a un risque substantiel pour le gouvernement d'augmenter le niveau de répression. Il y a une escalade qui est en train d'avoir lieu. Nous sommes maintenant dans ce régime hybride qui mélange la démocratie et l'autoritarisme, mais nous voyons que cet autoritarisme est en train d'augmenter. Nous sommes dans une phase où la relation entre les civils et les militaires est en faveur des militaires. Et à cause de la situation économique, la situation est en train d'évoluer dans l'intérêt des militaires. Comme on le dit souvent, généralement, ce type de régime utilise la carotte et le bâton. Parfois, ils utilisent les deux à la fois. En 2011, le régime algérien avait utilisé la carotte, donc il avait permis certaines choses pour avoir la paix sociale, mais la carotte n'est plus là, donc ils commencent à utiliser le bâton. Malheureusement, nous sommes dans un pays où l'apparatus sécuritaire est vraiment très fort et peut réprimer les libertés
l'Algérie donc est un premier importateur d'armes de répression, donc importateur donc d'armes de répression sur le continent africain, et l'option de la coercion reste ouverte. Et avec cette situation économique difficile, j'ai bien peur que la situation va vraiment être difficile. En 2011, l'Algérie avait 194 milliards de dollars de réserves, maintenant 42 milliards de dollars à cause de la crise, et pas mal de cet argent est en train d'utiliser cet argent pour lutter contre la pandémie. Il est aussi utilisé par les militaires pour leurs propres intérêts, et donc je m'attends à ce qu'il y ait une escalade de cette violence et cette répression de la part du gouvernement. Merci à tous nos intervenants pour ces présentations très riches et de nous avoir donné une image claire de la situation en Algérie. Et donc, on a parlé d'escalade, mais si vous avez des questions, nous avons encore 2 minutes qui nous restent. Donc, il y a une organisation de la société civile vous pose la question, quelles sont les actions que nous pourrions réaliser? Donc, est-ce qu'il y a des procédures, des mécanismes de coalition? Qu'est-ce que vous donnez comme conseil au niveau de la communauté internationale? Quelles actions devraient être prises ou bien entreprises contre ce gouvernement en Algérie? Merci beaucoup aux orateurs pour leurs informations très pertinentes. Et je pense que ceci me permet de comprendre donc la nature holistique de la crise en Algérie. Par rapport à la question, que pourrait faire la société civile dans cette situation? Je pense que vous êtes en train de faire beaucoup de choses jusqu'à maintenant. Vous êtes en train de superviser la situation, vous êtes en train de nous donner des informations, vous êtes en train de faire donc du lobbying concernant la situation en Algérie, l'importance de manifester pacifiquement pour avoir un pays démocratique après toutes ces années de régime autoritaire, de répression. Et nous voulons avoir une transition en Algérie pour atteindre une transition politique transparente. Et je pense que pour moi, donc les possibilités pour la société civile donc sont très restreintes. Bien évidemment, la démocratie, ce n'est pas quelque chose de facile. Tout le monde doit participer au futur, à l'avenir du pays. Et je pense que du point de vue de la société civile, il faut continuer à pousser, à aller vers l'avant pour faire entendre vos voix au niveau des autorités et aussi au niveau de la communauté internationale qui doit être toujours informée de ce qui se passe en Algérie pour que ce pays donc respecte ses obligations internationales et respecte la liberté de ses citoyens. Donc, comme je l'ai dit, il y a une nécessité, un besoin pour les États, surtout ceux qui sont donc membres du Conseil des droits de l'homme, de continuer à exercer une pression à ces pays qui exercent la répression contre leurs citoyens. Et il faut aussi faciliter un dialogue qui ait un sens. Je pense qu'à travers le dialogue, le pays peut être sur la bonne voie. Je pense que tous les Algériens doivent s'asseoir autour d'une table de parler de l'avenir du pays. Je pense que sans dialogue, il serait possible de voir les objectifs des uns et des autres être réalisés.
Merci, c'était très clair. Je sais que nous avons outrepassé le temps alloué. Je pense que je vais prendre une dernière question. On a beaucoup parlé des élections législatives. Est-ce que vous pourriez nous donner vos conclusions par rapport à ces élections? Qu'est-ce qu'elles ont démontré? Quel message envoient-elles? Et quelles sont les actions qui pourraient être réalisées par la communauté internationale concernant ce qui se passe en Algérie à ce niveau? Je pense que Dalia l'a déjà dit, les militaires, les, les généraux ne veulent pas être à l'avant de la scène devant les citoyens. La façade des civils a été détruite par les 2 premières semaines du Hirak. Donc, ils ne sont pas en train de reconstruire les institutions de l'État, ils sont en train de reconstruire une façade civile pour cacher leur pouvoir. Et parce que tout le pouvoir est entre les mains des militaires en Algérie. Le problème, c'est que, en premier lieu, les gens ne veulent pas participer aux élections, à des élections qui ne sont pas des élections libres, où ils ne peuvent pas exprimer leurs avis. Ça, c'est pas un problème, c'est le problème des autorités aussi. Le problème, autre cela, donc le problème, c'est que Tebboune a dit que il ne prête pas attention au niveau de participation. Le plus important pour lui, c'est qu'il y ait des personnes qui sont élues. Par 1 ou 2 personnes, il n'y a pas de problème. Donc, le manque de légitimité n'est même plus un problème pour les autorités parce qu'ils lui disent, nous, on ne s'occupe pas du nombre de participants aux élections. Nous avons été élus par une minorité et nous sommes là, nous avons la légitimité, nous avons le pouvoir. Du point de vue du Hirak, il y a au moins, je dis bien au moins un minimum, il y a donc une résistance pacifique de la plus grande majorité donc de la société contre ce jeu institutionnel qui représente un danger pour la vie institutionnelle. Les gens ne veulent pas donc participer à cette vie d'institution fake, donc cette façade civile derrière laquelle les militaires se cachent. Les gens ne veulent plus de tout cela, de ce jeu, et, et donc ne veulent pas adhérer à ce processus qu'ils jugent extrêmement faux. Merci beaucoup, Mouloud. Merci à tous nos orateurs aujourd'hui. On aurait aimé avoir plus de temps pour prendre des questions, mais je pense que cet événement nous a permis de comprendre la situation en Algérie sur le plan par rapport à la communauté internationale, par rapport aux associations de la société civile nationale et internationale. Et bien évidemment, donc, nous avons écrit une lettre conjointe par rapport à cette situation. Donc, je voudrais remercier nos interprètes pour leur aide et je remercie tout le monde et je vous dis à tous à très bientôt. Merci.